Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Vous êtes toujours plus nombreux à relayer nos différents podcasts et à nous donner des retours positifs et encore une fois, merci beaucoup. Alors c'est parti pour un troisième épisode de Bola Latina où l'on vous emmènera faire un point sur les championnats colombiens et uruguayens dont les écuries sont toutes sur la grille de départ pour lancer les hostilités. Mais d'abord prenons le temps d'un petit warm-up avec les noticias. Débutons avec une petite keipi si vous le voulez bien. Le São Paulo FC du directeur sportif Rai est bien décidé à faire respecter son institution. Retardataire à la reprise et désireux de ne pas jouer contre le petit club de Mirassol parce que non aligné comme titulaire, la vedette péruvienne Cueva a été écartée du groupe pour la rencontre de Copa do Brasil contre Madureira gagnée 1-0. Le club se renforce d'ailleurs en homme de caractère puisque le mythe Diego Lugano a rejoint le staff, ça va filer droit, moi je vous le dis. Le tricolore enregistre également 2 recrues sur le pré, l'ex-parisien Néné, inexplicablement tricard au Vasco, et l'attaquant colombien du Victoria, Treyes. Palmeiras a bouclé ses comptes de 2017 et peut se friser les moustaches. 132 millions de recettes, 14 millions de bénéfices, transfert de Mina ou Gabriel Jesus non inclus, car respectivement finalisés en 2018 et 2016, on peut dire que l'on sait compter au Verdun. La dette du club ne s'élève plus qu'à 5 petits millions qui devraient être épongés dès le premier semestre. On dit merci Crefisa. Tout va mal en revanche pour Fluminense. Une seule victoire en 2018 après une année 2017 proche de la cata, une direction sous le coup d'une enquête policière et surtout une crise financière historique pour un club de cette envergure qui voit le tricolore brader ses meilleurs éléments, parfois à perte comme pour le cas Gustavo Scarpa. Une centaine de supporters ont pris d'assaut le siège du club le mardi 30 janvier à coups de bombes agricoles et de cocktails Molotov. Pas de drame majeur pour le moment. Rapidamente, le légendaire gardien Julio César signe pour 3 mois au Flamengo pour y faire ses adieux au monde pro, tandis que Gabriel Barbosa va tenter de retrouver son talent à Santos avec pour objectif de retrouver la sélection. Chili, l'affaire Deportivo Melipilla, Deportivo Baienar prend fin. 2 petits clubs certes, mais un imbroglio qui vaut le coup d'œil, accrochez-vous. Les deux larrons s'étaient affrontés pour disputer la montée en Primera B dans un match conclu au tir au but, mais surtout marqué par une belle boulette de l'homme en noir Eduardo Gamboa. Suite à l'arrêt dans sa course d'élan du tireur de Baienar Juan Silva, Gamboa ordonnait de refaire le tir au but. Sauf que, selon le règlement FIFA, la transformation aurait dû être invalidée sans seconde chance pour le tireur. Une seconde tentative que Silva n'a pas loupée, donnant la victoire à Baienar. Mis au fait de la bévue, Melipilla s'en alla porter réclamation auprès de l'ANFP et la fédé chilienne qui, après avoir suspendu ce brave Gamboa pour 18 semaines, ordonna que l'on rejoue la séance de pénalty. Chafouin, Baienar refusa de s'y présenter, concédant la victoire à Melipilla, mais fit lui aussi appel devant le TAS, ce coup-ci défendu par Juan de Dios Crespo, avocat de Messi et Paulo Guerrero, rien que ça. En vain, l'appel sera rejeté et Baienar écopera de 2 amendes de 1500 francs suisses pour leur peine, et restera donc au 3e échelon pour 2018. Mesdames et messieurs, l'Amérique latine dans toute sa splendeur. Toujours du côté sec de la cordillère, El Mago Valdivia pousse un bon coup de gueule contre les dirigeants de Colo-Colo, pointant un effectif trop juste pour des objectifs trop grands. Il appelle donc ces derniers à se bouger sur le marché des transferts. Carlos Carmona et Brian Cortés étaient les seuls recrues du club jusqu'alors, Insaurralde est officiellement la 3e. Au Paraguay, où Chilavert est encore et toujours énervé, mais l'on se penchera sur son cas une autre fois,
La Fédé annonce que le Super Classico Olimpia Cerro Porteño pourra désormais se jouer dans les stades respectifs des deux clubs, chose qui n'était pas permise depuis plusieurs années par le règlement. Reste à régler combien de places seront accordées aux visiteurs en tribune. Lorsque les Classicos se jouaient en terrain neutre aux Defensores del Chaco, la répartition était de 50-50, elle serait désormais de 90-10. Une autre bonne nouvelle en Argentine, ce coup-ci, c'est le retour sur les rectangles verts de l'attaquant uruguayen de River, Rodrigo Mora, après 258 jours d'absence. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force pour revenir, a déclaré le joueur de 30 ans à l'issue de la défaite des siens contre Huracan. Au classement de la Primera División, Boca fait toujours course en tête, 6 points devant El Ciclón de San Lorenzo. Un surprenant quatuor composé de l'Unión Santa Fe, Talleres, Huracan et Belgrano profite des errances des historiques argentins pour se placer en chasse-patate. Un championnat que va retrouver Silvio Romero, l'ex-rennais, quitte l'América México pour Independiente. Et c'est une magnifique transition michelada donc, où Gégé Ménez a fait ses débuts avec les Águilas en rentrant à l'heure de jeu lors de la victoire contre l'Atlas Guadalajara. Après 4 journées, 4 points séparent le leader de la 15e place, trop tôt donc pour établir des certitudes, au-delà du fait que la présence des deux clubs de Monterrey et de l'América dans les 8 places qualificatives pour la Liga suit l'ordre des choses. RAS donc du côté de la Liga MX. Chez les Incas péruviens, la novela Paulo Guerrero continue. Les avocats du joueur ont fait appel devant le TAS ce lundi 29 janvier pour annuler totalement la sanction concernant son contrôle positif à la cocaïne, qui avait déjà été réduite à 6 mois, rappelons-le. Le but est de permettre au capitaine péruvien de disputer les amicaux de préparation au mondial. Du côté du voisin bolivien, le championnat a repris et l'on note déjà 2 résultats marquants. Le Grand Bolívar pulvérise en effet Jorge Wilstermann 5-1 et The Strongest se fait surprendre par le petit promu Aurora 2-1. Enfin, le premier tour de la Libertadores a livré son verdict, l'Olimpia Asunción se débarrasse du Montevideo Wanderers, le Deportivo Táchira vénézuélien sort l'équatorien Macara et l'Universitario Lima est renversé par le bolivien Oriente Petrolero grâce à un but des 5 dernières minutes de Paredes au match retour. Rocambolesque. La seconde phase est actuellement en cours à l'heure où ce podcast est enregistré, tous à vos sites de streaming donc. Je vous propose maintenant, chers amis, de faire un saut en Colombie, faire le point sur la Liga Águila qui est prête à démarrer son année 2018. Vámonos! Et quand l'on entend parler de Colombie sur le carne opposé, on entend parler de Pierre Gerbeau. Comment vas-tu, Pierre? Ah, salut Simon, salut à tous, ça va et toi? Tout va bien, comment ça se passe à Bogota? Bon, écoute, ça va, la vie reprend, la ville reprend un peu de monde après avoir été assez vide, logiquement pendant la période de Noël. Durant les vacances, et tout le monde rentre de vacances, et ça concerne aussi le football, ma foi. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, avant de parler du championnat, de la reprise du championnat, quoi de neuf du côté de la rentrée des clubs? Il y a eu des petits matchs de pré-saison, il y a eu des petits tournois d'ouverture. Ouais, alors un petit tournoi, on va dire un gros tournoi qui était organisé par une chaîne Fox Sport pour pas la citer, la semaine dernière, et entre les deux clubs les plus importants de Bogota, donc Millonarios Santa Fe et les deux clubs de Cali, le Deportivo et l'América. Ils ont fait un tournoi à 4 avec chaque équipe qui s'affrontait, donc avec 3 matchs, et les 2 équipes qui avaient le plus de points allaient en finale, et le tournoi c'est Santa Fe qui a gagné. Alors c'est pas illogique, hein, puisqu'ils ont la Libertadores là qui arrive, mais ouais, c'était le gros action un peu sérieux, parce que Junior en a joué un aussi entre les équipes de la côte plus le DIM, mais ils ont gagné haut la main. Enfin, il n'y avait pas de concurrence sérieuse. Ah, c'était les deux relevés, quoi. C'est pas la même compétitivité. Ah non, quand tu joues contre une équipe de D2 comme le Real Cartagena ou Jaguares, qui est une équipe modeste
de la Liga Águila, c'est pas pareil que jouer au Campín contre des équipes qui vont se battre pour le titre cette saison. C'est certain. Et du côté parce que ça concerne plutôt Bogota et Cali, mais du côté de Medellín, les clubs, comment on dit les habitants de Medellín? Bonne question. Ici on dira on les appelle les paisas. Donc les paisas, c'est les habitants d'Antioquia, qui est le département de Medellín. Donc voilà. J'allais dire les paisas. Et du côté du club des Paisanos, alors des paisas? Alors, l'Atlético Nacional est parti en Floride et joué la Florida Cup et qu'ils ont gagné. Alors, ils ont joué contre le Legia Varsovie, ils ont gagné et ils ont joué contre une équipe brésilienne qui est l'Atlético Mineiro. Si je te Tout dis à pas fait, l'Atlético Mineiro de Belo Horizonte Choujevi qui ont perdu. Voilà, exactement. Ils ont perdu aussi contre l'Atlético Nacional. Donc ils ont décidé de partir et de s'exiler en Floride pour leur pré-saison. Ça leur a plutôt réussi. Et d'ailleurs, on les attend au tournant puisque il y a la Superliga Colombia qui met aux prises les deux champions de l'année 2017. Donc l'Atlético Nacional pour le premier semestre et Millonarios pour le deuxième semestre. Donc ils s'affrontent et ça lance, c'est un peu comme le trophée des champions en France, ça lance la saison, sauf que ici c'est match aller-retour, donc voilà, aller 31 et match retour le 7 février, si je dis pas de bêtises, et 7 février à Medellín. D'accord, donc bon, on enregistre actuellement le 31, donc match aller ce soir au moment où on enregistre. Mais ma foi, si vous êtes tenté par le match retour le 7 février, il y a peut-être de quoi streamer tout ça. Et je te propose, Pierre, d'ailleurs, du coup, de parler de ce championnat colombien qui va reprendre ses droits, qui va redébuter en faisant un petit peu le tour du propriétaire, le tour des favoris. Et personnellement, j'ai envie de commencer, puisque tu en parles, d'un des plus gros clubs d'Amérique latine et de Colombie, l'Atlético Nacional. Est-ce que le Nacional, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour au top du Nacional après une année 2016 fantastique, une année 2017 plus compliquée? Est-ce que 2018 sera l'année du vrai retour du grand Atlético Nacional? On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est vraiment assez excitant ce qui va se passer. Alors en partie avec l'Atlético Nacional qui sera une attraction. Tout simplement parce que après le départ de Rueda, ils avaient fait venir Juan Manuel Lillo, donc l'ancien assistant de Sampaoli. Ça s'était moyennement passé, voire pas bien passé du tout. Ils étaient sortis en quart de finale du deuxième semestre et du coup Lillo est parti et ils ont fait venir Jorge Almiron, l'entraîneur qui est Lanús, qui avait finale de la Libertadores et ils ont fait un recrutement qui, ma foi, sur le papier est vraiment très 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 intéressant. Ils ont fait donc Almiron n'est pas venu les mains vides, hein. Il est venu avec Fernando Monetti, le gardien, qui était à Lanús, parce que tout simplement Franco Armani est parti du côté de River Plate, notamment pour avoir une petite place pour la sélection argentine pour la Coupe du Monde. Donc Monetti, le gardien, est arrivé pour le remplacer. Il a fait venir aussi Braguieri, donc défenseur central. Ils ont fait venir Eliverton Palacios, qui était du côté de Bruges. Ils l'ont rapatrié, latéral droit. Et ils ont fait venir Zuniga, qui est capable de jouer à gauche et à droite, qui était placardisé par Watford. Ils ont fait revenir, on l'annonçait du côté de Junior, et ça, Junior, ils l'ont annoncé un peu trop rapidement, à mon avis, en disant qu'ils avaient un accord avec Vladimir Hernandez, qui jouait chez toi à Santos, au Brésil. Tout à fait. Et donc, ils l'ont fait revenir. Donc, ils ont fait venir aussi quelques jeunes, hein. Ils ont fait venir un jeune qui était du côté de Pereira et un Argentin qui était Defensa y Justicia, que je ne vais pas mentir, je ne le connais pas très bien, qui s'appelle Gonzalo Castellani. Bref, ils ont fait un recrutement
qui est vraiment très 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 intéressant. Et donc ça va être une vraie attraction. Ils ont réussi à conserver Dairo Moreno, donc ouais. L'Atlético Nacional là avec Almiron, bah ouais, c'est un candidat. Ça va être un candidat en championnat, mais un candidat aussi en Libertadores. Et je suis vraiment curieux. Alors pour l'instant en pré-saison, sur ce que j'ai pu voir, alors la Florida Cup c'était compliqué. Dairo Moreno était pas là, donc qui va être le buteur. Zuniga et Palacios n'étaient pas encore arrivés. Les joueurs qui sont venus d'Argentine n'étaient pas encore arrivés non plus. Donc c'est une équipe un peu mixte qu'on avait pu voir en Florida Cup. Donc c'était compliqué, mais là ça va être une vraie attraction et ils sont évidemment candidats au titre, ça c'est évident. Et en Libertadores, donc ils sont avec si je me rappelle, ils sont avec Colo-Colo du Chili, Delphine et j'ai oublié l'autre équipe, mais ouais, ils sont vraiment redevenu un candidat très très sérieux sur la scène nationale et continentale, ça c'est clair. Donc un vrai gros retour de l'Atlético Nacional, et Ouais. qui, comme d'habitude, tu me diras, sera candidat au titre à l'échelon national. Mais là, tu le dis, cette fois, voilà, ce sera comme en 2016, un vrai candidat à l'échelle continentale aussi. Mais du coup, qui seront ses principaux adversaires, ses principaux rivaux pour le titre en Liga Águila? J'ai bien sûr en tête le Junior Barranquilla de Baca. Qui oui, enfin Baca est parti, mais l'ancien club de Baca, ouais. alors c'est Théo Gutiérrez qui est revenu à Barranquilla. Et Théo. Ouais, pardon, je confonds toujours les deux, c'est hallucinant. Je voulais dire donc le Junior Barranquilla de Théo Gutiérrez, qui est revenu l'année dernière et qui a un club qui a fait un super parcours, notamment en Sudamericana, et qui est allé jusqu'en demi-finale. Le Junior continue d'être un gros rival? Ouais, évidemment, gros rival. Junior, tout simplement, parce que déjà, ils ont réussi à garder plus ou moins le même groupe. Ça a peu bougé et ils ont fait venir du lourd parce que ils ont pris Alberto Rodriguez qui jouait au Pérou, capitaine de la sélection. C'est donc en défense centrale, il va apporter évidemment la taille. C'est solide, hein. On parle du capitaine évidemment d'une sélection à la Coupe du Monde. J'ai besoin par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière, même par rapport à, tu parlais de Théo et Junior, ce qu'il leur fallait, c'était un neuf. Un vrai neuf parce que Théo c'est Théo quoi. En plus il a eu des petites histoires dans le vestiaire comme quoi il avait un ego un peu surdimensionné qui Non, sans déconner, de la part de Théo Gutiérrez, très étonnant. Exactement. Donc ils ont fait venir un neuf et ils ont pas fait venir n'importe qui. Ils ont fait venir Jonathan Alves qui était à Barcelona en Équateur. Ah bah juste pour refaire le point, Jonathan Alves, qui est un mon Dieu, qui est un Uruguayen, un Argentin, je ne sais plus, Un Argentin, je pense. et qui était le fer de lance du Barcelona de Guayaquil de 2017, le club équatorien qui était arrivé à la surprise un peu générale en demi-finale de Libertadores, notamment grâce au but et à la verve de Jonathan Alves. Exactement. Donc voilà, et ils l'ont fait venir. Ils cherchaient un neuf. Hein. On parlait de Miguel Borja de Palmeiras. C'était à mon avis trop compliqué financièrement parce que c'était cher. Uruguayen, donc, voilà, Jonathan Alves. Uruguayen, argentin, uruguayen, on va dire que c'est en face. Donc ouais, ils cherchaient un neuf. Donc ils avaient étudié Miguel Borja qui était trop cher. Donc là, ils ont fait un vraiment joli coup avec Jonathan Alves. Et ils ont fait venir aussi Luis Carlos Ruiz, qui avait déjà joué au club, qui avait déjà marché, qui était passé au début des années 2010. Et donc, ils ont pris ces deux joueurs-là pour muscler l'attaque. Donc déjà, à mon avis, Théo Gutiérrez, beaucoup moins joué. Donc Junior, c'est un groupe qui a un peu marché sur le deuxième semestre l'année dernière, qui est sorti au quart par l'América en fait, ils sortent juste après leur demi de Libertadores, donc ils sont un peu écroulés. Mais de Sudamericana, pardon, ils perdent en demi de la Sudamericana contre Flamengo juste après, 3 jours après, ils
ils perdent en quart contre l'América au péno. Donc ouais, ils ont pas vraiment fait de révolution. Ils ont pris 3 joueurs qui sont des vrais plus-values et ils ont pris un entraîneur qui est pas Julio Comesaña. Qui était vieux, qui était là. Il a dit bah moi je continue pas, je laisse ma place à quelqu'un qui pourra s'inscrire vraiment sur le plus long terme. Donc ils ont pris Alexis Mendoza, qui était à Independiente del Valle en Équateur, qui est pas inconnu au club, hein, qui avait déjà fait plusieurs passages, donc il revient. C'est évidemment un club qui sera, à mon avis. D'accord. Donc Junior Barranquilla, un groupe toujours solidaire, qui est toujours voilà, le même groupe un peu que Ouais, l'année dernière, même groupe performant, renforcé par des belles pièces comme Jonathan Alves notamment. Donc un sérieux candidat lui aussi. Mais il y en a d'autres, des gros noms chez les clubs colombiens. Moi, je pense évidemment à des clubs qui ont été régulièrement demi-finalistes à l'échelle nationale ces derniers temps, aux 2 clubs de Cali, l'América de Cali et le Deportivo Cali. Deportivo Cali qui était un peu plus dans le mal, mais qu'en est-il de nos deux Cali, je ne sais pas non plus donner le gentilé des habitants de Cali, mais les Caleños. Caliños. Qu'en est-il donc de nos 2 clubs Caliños? Alors, bon, on va vraiment différencier. J'ai eu l'occasion de voir les deux. Et du coup, là, quand ils sont venus faire le tournoi de pré-saison, alors, l'América, je suis vraiment pas très inquiet pour eux. Enfin, candidat au titre, pour moi, c'est moins fort que l'Atlético et Junior, qui sont vraiment les 2 favoris. Mais l'América, s'est armé pour faire, pourquoi pas, une belle campagne en Sudamericana qu'ils vont disputer. Et ils peuvent essayer de gratter une demi, voire une finale, pourquoi pas, mais ça va être compliqué. Voilà, l'América, ils ont gardé leur entraîneur, Polilla, et uruguayen pour le coup vraiment, et ils ont fait venir quelques belles recrues. Ils ont fait venir l'international colombien Pablo Armero, qui était à Bahia. Donc ça c'est bien, il l'a rapatrié, et ils ont fait venir Carmelo Valencia, qui était le meilleur buteur sur le 2e semestre, qui joue à la Equidad. Donc ça pour devant, pour jouer avec Martinez Borja, c'est solide. Ils ont fait venir Dahomey, qui était un peu ancien de l'Atlético Nacional, qui est un joueur de couloir offensif. Qui est très très bien, d'ailleurs plutôt gauche, donc avec Armero ça c'est solide. Et ils ont fait venir un milieu, Kevin Ramirez, qui était en Uruguay, donc ils sont armés pour ça, être dans les 8, ça je suis pas inquiet. Et ouais, ils sont armés pour être un outsider très très sérieux, et ils vont être à l'affût si les 2 gros de devant ont une petite faiblesse. Donc ça, l'América, c'est vraiment, je suis pas inquiet. L'América, recrue intelligente, travail intelligent, mais exactement, un peu moins puissant que les 2 autres cités avant, donc outsider. Et ouais. pour le déport, alors le Deportivo Cali, sur ce que j'ai pu en voir, je suis un peu plus inquiet sur eux, plus mitigé. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont fait venir Peluso, uruguayen, qui était aux perditions dans les Émirats. Et alors leur recrue phare, ils ont fait venir Pepe Sand, donc qui était ancien de Lanús, hein, meilleur buteur de la Libertadores la saison dernière. Donc Pepe Sand, il est plus tout jeune, hein, il est même sur la fin. Et donc sur ce que j'ai pu voir pour l'instant du Deportivo Cali dans le jeu, c'était très très compliqué. Ils n'ont pas gagné un match au Torneo Fox Sport, hein. Ils finissent dernier. Ils perdent contre Santa Fe en match, leur premier match. Et après, ils font 2 matchs nuls où c'était vraiment pas très très beau à voir jouer, quoi. Donc moi vraiment le Deportivo Cali, je suis pas très confiant. Alors ils peuvent évidemment jouer une place dans les 8, hein, pour les quarts de finale, ça il y aura pas de souci. Mais de là à en faire un outsider pour le titre, je suis plus mitigé, quoi. Je les vois mal vraiment faire quelque et puisqu'on parle de titre, autant continuer notre tour et évoquer les 2 derniers finalistes, les 2 clubs de Bogota, pardon. Je parle bien sûr des Millonarios et de Santa Fe.
qui sont toujours en course pour rééditer la même finale que l'an passé? Ouais, un Santa Fe, oui, parce que Santa Fe c'est toujours compliqué. Ils vont être comme l'année dernière, comme depuis quand ils avaient Costa. C'est une équipe qui est super chiante à jouer. Tu t'amuses pas. Là, ils ont gagné le tournoi. Ils ont été les plus solides. Ils ont gagné en finale 3-1. Ils gagnent 3-1 contre l'América donc ils ont pas beaucoup bougé, hein. Ils ont fait venir surtout leur seul recrue phare, c'est Ruben Betancourt, qui jouait en Uruguay. C'est un groupe qui a pas vraiment pas bougé. Ils ont perdu Omar Pérez, qui était un historique du club, hein, qui a joué 8 ans au club. Oui, on l'a dit dans une brève lors du dernier Bola Latina. Oui, c'était une légende avec des stats pas possibles au sein du club. Enfin voilà, ils ont perdu une pièce historique du club. Ouais, d'ailleurs, qui revient, hein, puisque hasard du calendrier, il est parti à Patriotas. Ses premiers matchs de championnat dimanche, Santa Fe Patriotas. Donc le retour. Donc voilà, Santa Fe, c'est un groupe qui a vraiment pas beaucoup bougé. Donc comme l'année dernière, au deuxième semestre, ils peuvent faire la surprise et viser pourquoi pas une demi. C'est un peu comme l'América, c'est un outsider très sérieux et ils seront là si National et Junior, qui sont les deux gros favoris, ils ont un petit coup de moins bien. Donc Santa Fe, ils seront immédiatement derrière. Ils sauront jouer leur coup à jouer. Et donc Millonarios, ouais. Millonarios, pour moi, c'est un point d'interrogation. Je sais pas trop où est cette équipe, parce que même chose au Torneo Fox Sport là, ils ont pas fait 3 matchs inoubliables, hein. Ils ont fait un peu comme le Deportivo Cali, une défaite de match nul. Et au niveau des arrivées, ils ont fait arriver des joueurs qui étaient confirmé à l'échelle continentale, et un joueur de classe internationale qui est Fariñez, évidemment, Wilker Fariñez dans la cage, qui sera la grosse attraction du championnat. Mais après, ils ont fait venir donc Montoya, qui était un Santiago Montoya, un joueur offensif qui est assez polyvalent, qui joue à Tolima. Ils ont fait venir Ovelar, un buteur de junior. Mais c'est grosse interrogation sur Millonarios. Je sais pas vraiment les voir jouer pour le titre comme au deuxième semestre de l'année dernière, compliqué. La Libertadores 2018, du coup, comme ils ont été champions, ils sont qualifiés directement. Est-ce qu'ils vont sortir de leur poule? Et j'y crois moyen. Donc Millonarios, je sais pas vraiment. Donc aussi des gros doutes et des grosses incertitudes, sur donc des gros doutes et des grosses incertitudes sur les Millonarios de Bogota. Pour rappeler leur poule, pour dire est-ce qu'ils vont sortir, ils sont avec les Vénézuéliens du Deportivo Lara. Ça, c'est pas le gros morceau, mais ils sont avec le Corinthians, et Independiente, le club argentin. Donc tu vas pas mentir sur le Corinthians, c'est pas l'équipe du quartier, quoi. C'est une drôle d'équipe, mais c'est un autre sujet. C'est un gros sans être gros, c'est un peu étonnant. Enfin bref. Mais pour terminer notre tour des gros, des historiques de Colombie, qu'en est-il? Quels sont les objectifs, quelles sont les ambitions du DIM de Medellín, l'Independiente Medellín, pour cette année? Et alors le DIM, bonne question, vraie incertitude, parce que ils ont perdu leur joueur qui était un peu qui faisait la différence, qui était Juan Fernando Quintero, qui est parti à River. Au passage, il a pas changé, hein. Il a pas maigri avec les fêtes, hein. J'ai vu les premières images de lui à River. Il a une petite bedaine qui, à mon avis, ne passera pas. Déjà que la bedaine de Lucas Prato n'est pas passée quand il est arrivé au club et que Gallardo l'a mis au régime sec pour faire perdre ses points en trop, à mon avis, il va subir le même sort. Il va même sort, ouais. Je l'ai vu courir déjà à l'échauffement, il était en sueur. Enfin bref, un sketch. Donc voilà, le DIM, ils ont pris un entraîneur qui était à Envigado avant. Qui était déjà là, qui avait terminé le deuxième semestre un peu pour évacuer les dos. Alors, ils ont raté leur place dans les 8 au deuxième semestre. Là, ils ont recruté des joueurs
Ouais, bah c'est bizarre. Vraiment, ils ont pris des joueurs qui étaient moyens, hein, qui n'étaient pas des foudres de guerre du championnat, des joueurs qui tournaient dans leur club, mais des clubs un peu sans, tu vois, qui payaient pas de mine, hein, l'Atlético Huila. Donc l'Atlético Huila, ça joue le maintien. Ils ont pris des joueurs à Envigado, même chose, c'est le maintien. Patriotas. Bon, Patriotas, ils jouent pas le maintien parce que c'est l'équipe en altitude la plus haute du championnat. Donc, ils ont cet avantage-là, donc ils sont jamais emmerdés. Donc voilà, ils ont pris des joueurs qui payent pas de mine, mais ouais, Des le grosses team. incertitudes aussi pour eux et peut-être des ambitions plus modestes donc. Ouais, modeste, vraiment, je les vois mal espérer plus qu'un quart de finale cette saison. Ouais, vraiment. J'ai des gros doutes sur cette équipe. D'accord. Et Enfin, pour finir, est-ce que tu mettrais une pièce sur une petite surprise à venir comme on a à chaque semestre, je sais pas, de Tolima qui vient régulièrement pointer le bout de son nez, un petit Once Caldas de Pacho Maturana. alors, Once Caldas, ouais, je mettrais une pièce, mais alors Maturana est parti. Et Maturana est parti du club de Manizales. Et ils ont fait venir un entraîneur qui est là, je mettrais une pièce sur Caldas, ouais. Ils ont fait venir Humbert Bodert, qui est d'origine allemande, mais très très lointaine, hein. C'est un Costeño, hein, donc un mec de la côte Caraïbe pur et dur, et il était à Jaguares. Et ils ont fait venir quelques joueurs intéressants qui marchaient bien dans leur club, comme César Maya, qui a été une belle surprise l'année dernière du côté de Cali, qui avait bien tourné quand on avait fait appel à lui. Ils ont fait venir Ray Vanegas, qui était avec Bodert à Jaguares, club de la côte. Ils ont fait venir quelques joueurs. Ouais, si j'ai une surprise, je mettrais bien Caldas, quoi. Vraiment, pourquoi pas? Ça peut être une surprise pour la qualification en quart de finale et une équipe qui peut mettre un gros dehors comme le DIM l'année dernière. D'accord. Et ben moi, écoute, j'ai une dernière question quand même pour toi, pour le championnat colombien. C'est qu'au final, on voit qu'il y a eu beaucoup de gros transferts, beaucoup de grosses arrivées dans le championnat colombien, qui est censé, en principe, dans la hiérarchie historique des championnats sud-américains, être notamment, par exemple, derrière le Brésil ou l'Argentine. Mais voilà, on voit un retour de Vladimir Hernandez, un retour de Zuniga, Jorge Almiron, l'entraîneur du club finaliste de Libertadores, rien de moins, qui vient entraîner en Liga Águila, et pour parler de Lanús d'ailleurs, l'attaquant vedette du club qui part lui aussi en Liga Águila. Est-ce que on n'a pas un retour des grandes heures de la Colombie type 80s, 90s avec le narco-foot en moins? Non, mais alors les narcos aujourd'hui, ils n'ont plus rien à voir avec J'ai dit le narco-foot en moins. Ah oui. Eh ben écoute, tu sais, si on prend depuis 2015, le foot colombien tourne quand même pas mal à l'échelle continentale, hein. Santa Fe, champion de la Sudamericana en 2015. L'Atlético Nacional en 2016, il gagne la Libertadores, finale de la Sudamericana. En 2017, donc l'année dernière, alors sur la Libertadores, les clubs se sont plantés, hein. Il n'y a personne qui est sorti des poules, mais Junior fait demi-finale de la Sudamericana. Donc en 3 ans, on a 3 clubs colombiens qui ont fait des belles choses à l'échelle continentale. Donc je pense que c'est dans la continuité. Et effectivement, ils reviennent. Même avant 2014, l'Atlético Nacional perd en finale de la Sudamericana contre River. Super. Donc ouais, ça fait quelques années que les clubs colombiens ils pointent le bout de leur nez sur le continent. Donc ouais, ça c'est dans la continuité, vraiment. D'accord, et ben écoute, on est ravis de savoir que tout va bien dans la Liga Águila colombienne, que tout est au mieux et que elle retrouve un peu son lustre d'antan. Ouais, je peux faire ça me revient, mais dans les surprises, évidemment, il peut y avoir Bucaramanga qui a fait en fait, depuis 2 jours, là, cette semaine, ils ont fait venir 2 joueurs intéressants. Et Sherman Cardenas qui a un 10 qui
qui était à l'Atlético Nacional, qui était parti en Équateur, et ils ont fait venir un joueur qui était en MLS, qui est Miguel Rangel, si je le prononce bien, compliqué, qui jouait en MLS de mémoire. Faudrait voir avec nos amis de Culture Soccer, qui étaient du côté de Dallas, je crois. Voilà, ça peut être aussi une surprise. Très bien, écoute, on invite tous nos auditrices et auditeurs à suivre cette Liga Águila, à streamer. Et oui, malheureusement, je suis toujours obligé, presque toujours obligé de vous encourager à streamer, puisque il est impossible de pouvoir assister au match de la Liga Águila sur les chaînes françaises. Merci beaucoup, Pedro. Ouais, écoute, je t'en prie, ouais, je pense que c'est pas demain la veille qu'une chaîne française va se dire tiens, j'achète les droits de la Liga Águila, parce que c'est un championnat bien méconnu. Ouais. Écoute, je te dis à la prochaine. À la prochaine, Simon, et salut à tous. La Colombie n'est pas la seule à se lécher les babines en vue des belles joutes qui se préparent. Du côté de l'Uruguay, Carboneros, Bolsos, Violetas et les autres sont prêts à en découdre. Alors on prend son maté, on se cale tranquillou et on fait le point sur la Primera División de Uruguay. Et quand on entend parler d'Uruguay, de Montevideo et surtout de Maté, à Lucarne Opposé, on entend parler de Jérôme Le Signe. Comment vas-tu, Jérôme ? Voilà, todos, comment on a ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va très très bien, tranquillement, à Béaga, comme d'habitude, derrière mon ordinateur avec mon casque sur les oreilles, puisque c'est comme ça que nous enregistrons, chers amis. Ici, c'est du homemade, c'est comme ça, Lucarne Opposé. Alors, Jérôme, on est parti pour faire le point sur le championnat uruguayen. Moi, j'avais une petite question avant de commencer. Notre ami Lolo Stoyanov, alors, il y a bientôt un nouveau titre qui va sortir ou... Il est sorti début janvier. Ça s'appelait Sol Plage. Sol Plage et quelque chose, j'ai oublié. C'est Sol Plage et Arena ou quelque chose comme ça. Sol Plage et Sable. Voilà, un titre un peu poétique évidemment. Où le refrain est donc Stoyanov disant à sa compagne maman viens ici, et sa compagne lui répondant papa viens ici, véridique, et donc de la poésie pure tout simplement. Je conseille à tous les amateurs d'aller chercher ça directement sur YouTube, et ça marche toujours assez bien, hein. C'est assez efficace, ça marche, ça que j'avais demandé. Leur première vidéo a fait un carton il y a 2 ans de mémoire. Voilà, plus de 5 millions de vues sur YouTube. Alors ça veut pas dire grand chose en tant que tel, mais disons que ça a bien marché, ça s'entendait à la radio un peu partout. Les derniers sont beaucoup plus anonymes, disons. Les derniers, ça commence à l'effet de surprise de voir le joueur de football chanter s'estompant. Ça reste juste de la mauvaise cumbia, hein, dans ce cas-là. Oui, il y en a pas mal de la mauvaise cumbia. Voilà. Puisqu'on va faire un état des lieux, un état des troupes, et puis puisqu'on parle des Stoyanov, je te propose de commencer par Peñarol. Par Peñarol, par son club de cœur, hein. Pour le coup, c'est vraiment un joueur qui a tout donné et qui aurait pu abandonner son salaire pour rejouer à Peñarol, sachant que c'est son 5e passage, hein, qu'il a fait d'autres clubs, mais oui, c'est son club. Et donc Peñarol qui est champion en titre, qui revient avec une équipe étrangement stable pour un club d'Amérique du Sud champion, parce qu'il y a beaucoup de joueurs cadres qui sont là, qui sont arrivés à 33, 34 ans, parfois un peu en fin de carrière, et qui sont là pour l'amour du club, hein, que ce soit de Christian Rodriguez, c'est Bocha, l'Oignon, Walter Gargano, Stoyanov, dont on vient de parler, Maxi Rodriguez, l'Argentin, qui a rempilé, même si on le disait malheureux, mais il a bien rempilé au club, donc il est reparti pour 6 mois. Et voilà, la défense pareil, Ramon Arias qui est plus jeune, mais qui tient bien la baraque en défense, en charnière centrale avec Formiliano. Guillermo Varela qui a un très grand espoir côté gauche, qui a prolongé même s'il avait des offres de l'AS Roma ou de l'Inter de Milan. Il a préféré faire 6 mois pour jouer la Libertadores avec Peñarol à 21 ans, ça c'est quand même beau. Donc voilà une belle équipe dont l'objectif cette année, l'objectif numéro 1 après quelques saisons et quelques douloureux passages, l'objectif sera de passer la phase de poule en Libertadores
Libertadores. C'est vraiment C'est exactement ce que j'allais te demander, Ouais. parce que Peñarol, c'est quand même un mastodonte au niveau continental. C'est un des clubs les plus titrés du continent, tout simplement. On sait que l'année dernière, ils ont complètement capoté en poule face à cette grande équipe brésilienne de Palmeiras, tout à fait objectivement. Mais cette année, ouais, voilà, tu les sens armés, tu sens que voilà, tu le dis, c'est une ambition, c'est un objectif, mais est-ce qu'ils sont armés pour ça? Alors oui, et pour une bonne et simple raison. C'est que si on regarde l'année dernière, le premier semestre, donc le tournoi où il y a la phase de poule de la Libertadores, ils sont vraiment mauvais. C'est une équipe complètement différente d'aujourd'hui. Si tu regardes bien l'effectif, il y a 7 ou 8 joueurs qui ont changé. Du gardien, il y a juste Christian Rodriguez qui est arrivé un peu avant les autres, mais sinon tout l'effectif a été profondément renouvelé. Et ils ont gagné donc l'Apertura l'année dernière, en même temps que la Libertadores. Ils font rien non plus en championnat, ils terminent 4e ou 5e. Voilà, enfin, ils sont pas bien classés. Et par contre, le Clausura, ils gagnent tous leurs matchs. Alors, il n'y avait plus de Libertadores parce qu'ils avaient été mauvais au départ. Mais disons que si on prend la continuité de l'effectif et le fait qu'ils gagnaient tout l'année dernière, ça peut donner pour le coup en Libertadores avec une poule abordable, même si c'est compliqué en Libertadores de dire poule abordable. Mais disons que voilà, disons Oui, qu'ils ont un effectif solide. Ouais. J'allais la rappeler, cette poule, ce groupe numéro 3, composé de l'Atlético Tucumán, qu'ils retrouvent, les Argentins, avec lequel ils étaient l'an passé, le Libertad d'Asunción et The Strongest de La Paz. Tout à fait, le plus fort bolivien. Et donc, bon, c'est une poule, voilà, après, il n'y a pas de poule facile, mais du moins, Peñarol arrive avec ses certitudes. Et ça, c'est le plus important, quelle que soit la poule, c'est d'arriver avec un effectif, une certitude, une charnière, voilà, quelques 5, 6, 7 joueurs qui sont essentiels. Et là, pour le coup, Peñarol a vraiment beaucoup de certitudes. On l'a vu même lors des classicos d'été, là, les deux qui viennent de jouer contre National. Ils ont gagné les deux, ils sont un peu roulés sur le National. Parce que pour le coup, là, ils ont vraiment ce qu'avait National il y a 2 ans quand ils avaient battu le Corinthians en Libertadores en 8e ou en quart de finale. C'est une équipe qui a des certitudes, un effectif stable et expérimenté, quelques jeunes joueurs, mais point trop d'infos. Voilà, donc une vraie belle équipe. Et là, pour le coup, alors c'est toujours difficile, on a toujours évidemment tendance un peu à s'enflammer en tant que supporter, mais disons que c'est l'année, quoi. S'ils peuvent faire quelque chose, s'ils peuvent se qualifier et essayer d'aller loin, c'est le moment. Ça fait combien de temps? C'est quoi leur dernière grande perf à Peñarol? Finale contre Santos en 2011 ou 2012? C'est ça, hein, 2011. J'avais ça en tête, mais en 2011. J'avais ça en tête, mais je ne savais pas si ça remontait à ça ou s'il y en avait eu une entre-temps. Ah non, il me semble même pas. Ah, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble pas qu'ils sortent de la phase de poule depuis. Hein. Donc non. Il y a quelques années là, il y a quelques trous noirs là dans l'histoire de Peñarol sur les dernières phases de poule de Libertadores, parce que là c'était vraiment même phase de poule. L'année dernière, le match en Bolivie contre Jorge Wilstermann où ils perdent 6-7-2, quelque chose comme ça. Voilà, il y a vraiment un trou là sur les 4-5 dernières années et là, on sent un esprit nouveau, une organisation, une structure, quelque chose qui pourrait faire que ça peut marcher. Ce qui est important en Libertadores, hein, avoir un effectif cadré et un projet de jeu présent, voilà, de faire quelque chose de cohérent est essentiel en Libertadores. Au-delà de la qualité des joueurs intrinsèques, faire quelque chose de cohérent est très important. Et là, pour le coup, ce qu'ils font est cohérent, donc pourquoi pas. Ça, c'est sûr. Et pour que nos auditrices et auditeurs se rendent bien compte, le Peñarol qui ne passe pas ou qui ne fait pas de grosses perfs en Libertadores depuis 2011, c'est le Real Madrid qui s'arrête en 8e entre 2006 et 2011, je crois. Enfin, c'est du même acabit, quoi. C'est fou. Oui, c'est fou. Pour une équipe qui l'a gagné 5 fois, c'est fou. Avec quand même aussi, souvent, la conscience que par rapport à des équipes brésiliennes ou quoi que ce soit, il y a aussi des écarts de budget qui font que la comparaison avec le Real de Madrid n'est pas exacte. Mais oui, ça reste là. Maintenant que, par exemple, aujourd'hui, où ils savent les supporters savent qu'ils ont un effectif qui peut permettre de faire quelque chose, ils ne parlent que de ça. C'est la Libertadores. La Libertadores, c'est l'obsession, comme le dit la chanson des supporters. Voilà, la Libertadores, c'est l'obsession du club aujourd'hui. Ça va à voir quel impact ça aura en championnat, mais ce ne sera pas tout de suite parce que Peñarol commence le 13 ou 14-15 mars, enfin vers la mi-mars. Donc ils auront encore un petit peu le temps de voir venir, contrairement au national dont on va parler juste après. Mais voilà.
ce sera l'obsession de cette année, je vais dire. Eh bah oui, non, mais c'était une comparaison plus historique que financière, hein, bien sûr. Bah, ma foi, puisque tu as parlé du national, tu évoques une nouvelle fois le national, le grand rival de Peñarol. Est-ce que le national, pour commencer sur le plan national, le national sur le plan national, c'est pas mal. Sur le plan local, dirons-nous, est-ce que le national est prêt à rivaliser avec Peñarol? Eh bien non, pour le moment, absolument pas, et c'est la grosse incertitude de ce début de saison, c'est que le national est en grande difficulté. Grande difficulté sur plusieurs registres, parce que pour commencer, l'année dernière, ils ont terminé 3e, ce qui fait qu'ils ne sont pas qualifiés directement pour la Libertadores, je vais y revenir. Ils jouent un match de barrage contre Chapecoense ce soir, pour l'aller, et éventuellement, donc ils jouent un match de barrage donc, contre Chapecoense pour le premier tour de la Libertadores, deuxième tour. Et donc ça crée une incertitude financière importante pour le club, parce que la Libertadores est une manne financière importante pour les clubs uruguayens en termes de rentrée potentielle. Et le club n'a pas pu recruter. Beaucoup de certains joueurs sont partis. Aguirre est parti à Botafogo, tu le verras à partir de l'année prochaine au Brésil, qui était le meilleur attaquant l'année dernière. Silveira, le deuxième attaquant, est parti en Kazakhstan, au Kairat Almaty. Donc ça fait beaucoup de changements, beaucoup de joueurs qui sont partis, peu d'arrivées de joueurs. Il y a eu beaucoup de discussions, mais au final, il y a assez peu de joueurs qui sont arrivés. Il y a Bergesio, l'ancien de Saint-Etienne, qui a bien signé, mais il arrive à 33 ans après avoir assez peu joué ces derniers temps. Donc l'effectif est en renouvellement ou vieillissant, parce qu'il y a certains joueurs comme Fuchile qui commencent à souffrir un peu des affres de l'âge. Et donc le national est la vraie incertitude pour le moment. Eux, pour le coup, sont à l'inverse de Peñarol, dans une phase de pleine reconstruction. Et le nouvel entraîneur, Alexander Medina, va devoir reconstruire quelque chose depuis le départ, devoir recommencer avec les jeunes un petit peu. Gonzalo Bergoglio, j'ai toujours du mal à l'expliquer, puisque voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis supporter des Verts. Gonzalo Bergoglio qui garde une popularité assez costaud chez les supporters stéphanois, malgré l'époque sombre qu'il représente avec les luttes pour le maintien de 2009, 2010, etc. Enfin voilà, il a pas vécu la meilleure période, mais je me souviens par contre, oui, c'est vrai, d'un joueur très combatif, exemplaire, notamment dans le vestiaire, puisqu'il a plusieurs fois été en difficulté, etc. Au regard de la direction, et c'est pas quelqu'un qui se plaint, qui continue à bosser. C'est quelqu'un qui a peut-être d'ailleurs le bon caractère pour jouer et pour créer un collectif au sein du national. Tout à fait, non mais ça reste un renfort intéressant. L'essentiel, ce sera de voir, parce qu'à 33 ou 34 ans, voilà, c'est pas non plus un projet sur le futur. Il faut voir, quoi. Il faut voir ce que ça va donner. Mais disons que par rapport à Aguirre, par exemple, l'année dernière qui est parti, à d'autres joueurs qui étaient plus, par exemple, du club, comme Ivan Alonso, qui n'a pas été repris, alors que c'est pour un joueur absolument et complètement identifié au national. Voilà. Il n'y a pas eu vraiment de renforcement de l'équipe, du moins. C'est pas le sentiment qu'on a à l'heure actuelle. Voilà. Donc l'essentiel, ce sera de voir. La certitude, par contre, sur laquelle on a, c'est qu'ils ont joué un premier match officiel qui était la Supercopa uruguayenne qui faisait sa première édition cette année contre Peñarol, et qu'au bout, ils ont assez rapidement perdu 3-0. Ils ont fini par perdre 3-1 parce que Peñarol a un peu levé le pied. Mais voilà, c'était pas glorieux, disons. D'accord, donc un match tournant pour la saison déjà, quelques semaines après avoir commencé 2018, déjà un match tournant pour le national. Donc ce soir même, au moment où nous enregistrons, retour le 7 février pour cette seconde phase préliminaire de Libertadores contre les Brésiliens de Chapecoense, l'équipe du Santa Catarina. Ma foi, je sais que tu voulais nous dégager un outsider parce qu'on le sait, en Uruguay, comme dans beaucoup de championnats, il y a deux équipes et le reste. Donc les deux équipes, on les a évoquées, c'est Peñarol et Nacional. Et le reste, il y a toujours des petits outsiders, et notamment les Violetas de Defensor Sporting. Et oui, parce que l'année dernière, ça a été les grands animateurs du championnat. Ils ont joué les finales, ils ont longtemps dominé le classement annuel. C'était l'équipe la plus intéressante, ne serait-ce que ça, à avoir joué, avec un vrai centre de formation, des vrais beaux joueurs et une organisation en 3-5-2. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans ce club qui s'était passé. Ils ont malheureusement échoué à la dernière marche en des finales contre Peñarol, mais c'était l'équipe, voilà, avec un
plus petit budget, l'équipe la plus intéressante à voir jouer. Cette année, comme tous les ans, ils se sont fait piller. Hein. Il y a des joueurs qui sont partis un petit peu partout, comme il y a tous les 6 mois dans ce club-là, puisque Carneiro est parti au Brésil sans doute. Alors il a été acheté par son agent qui est en train de le vendre au Grêmio au Brésil. Il y a Facundo Castro qui est parti en Italie. Il y a tout un tas de joueurs qui sont partis comme ça. Lamas est parti en Argentine. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il faudra voir s'ils arrivent à se renouveler automatiquement, c'est-à-dire s'ils arrivent à refaire les mêmes coups que les saisons précédentes, ou s'ils ont besoin d'un petit peu plus de temps. Et dans ce cas-là, ils vont souffrir parce qu'ils ont non seulement le championnat, mais en tant que en tant qu'équipe finaliste l'année dernière, ils sont aussi la deuxième équipe qualifiée directement pour la Libertadores pour l'Uruguay. Et donc ça peut éventuellement les faire souffrir au niveau du calendrier. Oui, ils sont qualifiés pour la Libertadores. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont qualifiés parce qu'ils ont joué les finales, c'est Uruguay 2. Alors, en plus, je crois même qu'ils étaient deuxième au classement annuel dans tous les cas. Donc, ils sont qualifiés pour la Libertadores directement, tout à fait, en tant que deuxième. Le troisième étant national qui fait les phases de barrage. Eh ben, tu parlais du Grêmio. Figure-toi que le Defensor Sporting est dans le groupe numéro 1 du Cerro Porteño au Paraguay. Du Grêmio, donc le tenant du titre, le Grêmio Porto Alegre brésilien, et Monagas, le vénézuélien Monagas. Donc un gros groupe. Et donc un gros groupe, et puis surtout, une équipe, quand on perd ils ont perdu vraiment quelques joueurs. Il y a Benavides aussi qui est parti à Independiente. Enfin, il y a vraiment, on peut faire une liste. Hein. Et alors, tout ce que je vous dis vient en plus du fait qu'il y a 6 mois, ils avaient à nouveau perdu beaucoup de joueurs, parce que par exemple, le Maxi Gomez, qu'on voit aujourd'hui au Celta Vigo en qui est les buts, il y a 6 mois, il était champion de l'Apertura avec le Defensor. Donc, ils perdent vraiment des joueurs tous les 6 mois. C'est un truc assez incroyable. Et donc, il faudra voir. Il y a 2 types de cas. Par exemple, Maxi Gomez avait été remplacé par Carneiro, qui a réussi à s'imposer, à marquer des buts. Carneiro s'en va aujourd'hui au Brésil. Est-ce que Carneiro va avoir un nouveau remplaçant comme lui l'était pour Maxi Gomez? Des fois, ça marche. Et des fois, c'est formidable et il continue de gagner. Ça arrive aussi qu'il fasse des saisons avec des trous un peu en se trouvant, parce qu'il n'y a pas toujours le remplaçant, malheureusement, qu'on peut espérer avoir. D'accord. Eh ben, écoutez, chers auditeurs, auditrices, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Defensor Sporting, moi, je vous envoie direct acheter le magazine numéro 1 de Lucarne Opposé, dans lequel il y a un super dossier à ce sujet, sur ce club-là, car c'est un club historique qui a plein de choses à raconter. Le magazine est encore, je crois qu'il reste des papiers, voilà, si vous les commandez, et de toute façon, il y a la version numérique. Tout à fait. Et magazine dont le numéro 2 sortira d'ici peu. Préparez-vous. Et ma foi, tu voulais, pour terminer, parler d'une équipe qui, pour toi, avait un statut particulier et qui pourrait bien être une surprise de ce championnat, de cette Abertura 2018. Il s'agit de Torquay. Oui, tout à fait. Alors, il y a d'autres équipes desquelles j'aurais pu parler. Il y a Danubio qui s'est bien renforcé. Il y a Atenas qui est ma petite équipe préférée parce que c'est une équipe de l'intérieur du pays, donc pas de Montevideo, qui a un vrai projet qui est intéressant et qui était descendu la dernière fois sans le mériter. Bon, il y a plein de clubs qui sont intéressants, mais il y en a un qui va beaucoup faire parler selon moi et je suis pas sûr qu'on se rende encore compte de l'impact que ça va avoir. C'est le petit Manchester City United Football Club de Torquay. Torquay étant un club qui a été fondé en 2006, donc à peu près avant-hier en termes footballistiques, et dont le propriétaire a changé l'année dernière puisqu'elle a été rachetée par le groupe Manchester City pour y faire passer, grosso modo, les joueurs quand Manchester City, pour expliquer vaguement ce qu'ils font, quand Manchester City voit un bon Argentin de 17 ans ou un bon Vénézuélien de 16 ans, ils l'achètent, ils le font pas venir directement à Manchester City parce que de toute façon le jeune ne jouerait pas à Manchester City, il n'a pas évidemment le niveau pour à cet âge-là. Et puis aussi parce qu'ils veulent pas encombrer, donc ils le font venir dans le club, dans le sous-club donc de Torquay, qui fait jouer le jeune, et ils voient s'il s'impose ou pas, ils lui font faire des stages à Manchester City. 2 choix, soit il est vraiment super bon, ils peuvent le faire monter à Manchester City, soit il est pas si bon que ça dans la majorité des cas, et dans ce cas-là, ils peuvent toujours le revendre en faisant une plus-value 2-3 ans plus tard, c'est pas trop grave. Ce qui, moi, me gêne dans tout ça, c'est que l'Uruguay n'est pas habitué à ce type de dispositif, hein, clairement, parce qu'il n'y a pas d'autres clubs où il y a un propriétaire sponsor qui vient allonger des millions, c'est plus des clubs qui se battent en formant des joueurs. Bon, c'est un système un peu différent.
Et puis surtout, ça veut dire un peu que l'objectif du club n'est pas de gagner la compétition, c'est de former des joueurs pour les faire monter à Manchester City. C'est pas exactement la même chose que le sport dans lequel, logiquement, Torquay est supposé jouer. L'autre inconvénient, éventuellement, c'est que ça peut fausser un petit peu la compétition parce que Manchester City a, comme tout le monde le sait, des ressources qui sont assez conséquentes. Pour expliquer un petit peu les budgets en Uruguay, les deux grands tournent autour d'une dizaine de millions de dollars par an, 12-13 millions de dollars. Les petits, un club comme le Défenseur peut tourner aux alentours de 3-4 millions de dollars par an de budget annuel. Donc je vous laisse imaginer si un club comme Torquay, si Manchester City décide demain de mettre pareil, 3-4 millions de dollars par an pour le faire tourner, ça peut rapidement être presque un favori pour le titre, sans avoir ni histoire, ni stade, ni public, parce qu'il n'y a personne qui les suit, qu'on soit bien d'accord. Donc tant que là, ils étaient en deuxième division, ça faisait marrer un petit peu tout le monde. Quand demain, ils vont terminer deuxième du championnat en piquant la place d'un des deux grands, admettons, c'est possible, en piquant la place d'un des deux grands et en privant l'un des deux grands de 2-3 millions d'euros que la Libertadores rapporte, je demande à voir ce qui se passera. Oui, oui, c'est une nouvelle preuve de certains dérèglements du foot historique, en tout cas. Oui, et puis c'est pas surtout que c'est pas moi ce qui me choque, c'est que c'est pas du football dans l'absolu. Un club doit être monté pour gagner la compétition. Là, l'objectif du président de Torquay n'est clairement pas, à la limite, gagner le championnat, c'est bien si possible évidemment, mais disons que c'est pas l'objectif principal. Et du coup, parce que c'est un club qui du coup s'intègre au réseau, donc Manchester City, mais aussi New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos. Je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Oui, il y a 2-3 autres clubs qui sont proches en Espagne. Voilà, bon, mais est-ce que du coup, sans penser tout de suite à Manchester, est-ce que on risque de voir des échanges de joueurs aussi avec New York, Melbourne Alors oui, c'est déjà prévu. Il y a l'un des joueurs qu'ils ont recruté très jeune au Venezuela, qui s'appelle Ferraresi, qui est un espoir vénézuélien qui a joué la Coupe du Monde du vin, etc. Qui s'est retrouvé à jouer en deuxième division uruguayenne parce qu'il a été acheté par le groupe Manchester City, qui devait partir là à New York et a priori il n'a pas eu le visa, donc il va rester à Torquay. Mais c'était prévu l'étape suivante après Torquay, c'est-à-dire que comme il a été bon avec Torquay, ils avaient prévu de le faire monter entre guillemets en gamme à Manchester City. À Manchester City, pardon, à New York City. Et après, on s'y perd. Oui, voilà. Et pour éventuellement, s'il était bon, sans doute, ce que j'imagine, c'était de le faire monter à Manchester City. Mais voilà, ça peut être un échelon. Ça peut être un moyen de rentrer en contrat avec le joueur, disons, et après, il reste dans le groupe. Il s'arrange, entre guillemets, évidemment, entre eux. Voilà. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent aller, puisque si c'est un club très jeune et qu'il n'y a pas encore énormément de gens qui le suivent, est-ce que tu crois qu'ils peuvent aller jusqu'à le renommer, je sais pas, Montevideo City ou oui, je le dis comme ça, une connerie dans le genre? C'est possible. Alors les clubs en général, là pour la tradition, que ce soit pour l'Argentine ou l'Uruguay, prendraient sans doute pas le nom de la ville, ou alors tout le monde va se bidonner. S'ils appellent le club Montevideo Football Club, je pense que tout le monde va bien rire. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible, cela dit. Bah oui, c'est possible, honnêtement. Oui, c'est ça. C'est la culture footballistique qui les dérangeait, ces gens-là. C'est exactement ça, mais c'est exactement ça. Bon, je pense pas là pour le coup, parce que c'est vrai que le nom est assez moche. Pour le coup, Torquay, ça fait pas Torquay, c'est une sorte d'écrou. Alors pas pour prison, mais une sorte d'élément qui se tourne dans une machine. Voilà, c'est vraiment, ils peuvent changer le nom. Il y a aucun problème de ce côté-là. Je pense que ça dérangera personne. De l'amour. Mais voilà, c'est vraiment bizarre. Pour citer le nom du Vénézuélien l'année dernière qui est arrivé, il joue la Coupe du Monde du vin. Tout le monde en parle en disant que c'est un grand espoir. Et il arrive à jouer dans un club de deuxième division uruguayenne devant zéro public, parce qu'on soit bien d'accord, il y a vraiment personne qui les suit en Uruguay. Ça nous laisse pantois, disons. Voilà. C'est fou. Enfin voilà, j'ai l'effectif sous les yeux et j'ai envie de terminer là-dessus. Il y a un défenseur donc du Torquay qui s'appelle un Argentin, qui s'appelle Martin. Bonjour. Oui, mais alors lui, pour le coup, c'est un ancien. Il a déjà joué dans plein de clubs uruguayens, donc il a beaucoup voyagé, disons, même peut-être en Argentine, je crois aussi. Mais voilà, donc lui, pour le coup, c'était plus un joueur, je pense qu'il devait être de l'époque où il jouait en deuxième division du côté de Torquay. Il l'avait recruté pour ça. Voilà. Il n'y a pas encore tant de ça de joueurs qui ont été achetés dans l'objectif de faire de la plus-value. Il y en a, pour le moment, j'en connais que 3, il me semble.
Il y en a un autre qui s'appelle Roskopf ou quelque chose comme ça, qui a été acheté et qui est issu du centre de formation de Boca Juniors. Et voilà, il va arriver à jouer en Uruguay dans un club sans public, sans stade, sans rien. Si vous voulez suivre les aventures de Martin Bonjour et ses coéquipiers, ça sonne très nouvelle pour enfants. Genre le club des 5, les histoires, les péripéties de Martin Bonjour. Enfin bref. Et voilà, donc toi, oui, pour toi c'est assez clair. Pour résumer, on a Peñarol qui est vraiment très très favori, le National qui est l'historique rival mais qui est vraiment pas dedans en ce moment, et Defensor Sporting et les autres. Alors. Oui, tout à fait, avec en plus le fait que là, Peñarol a 2 mois pour asseoir un petit peu sa domination avant le début de la Libertadores. Donc on verra bien, mais Peñarol est clairement favori pour garder son titre, tout simplement. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme. De rien, merci à toi. Et on se dit à la prochaine pour refaire un point sur le championnat, ou ma foi parler d'un dossier un peu plus historique ou quelque chose comme ça. Oh, éventuellement on va reparler de Torquay, je pense, tu vois. Ah, ça peut, ma foi. Écoute, ça a l'air d'être un cas, donc on reparlera de Torquay. Ou de quelque chose de plus ou quelque chose de plus joyeux. Voilà, de moins, de plus, histoire de s'évader un petit peu, de plus poétique. Tout à fait. Et merci beaucoup, Jérôme, je te dis à la prochaine. À la prochaine, ciao. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 3e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis!